Amis des condensateurs, bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo plutôt théorique et plutôt destinée aux débutants pour répondre à une question que finalement on me pose relativement souvent. Et cette question, c'est si on met des condensateurs de liaison électrochimique, c'est-à-dire polarisés, dans quel sens faut les mettre? Et voilà, la question, c'est ça. Et je vais tenter d'y apporter une réponse sans entrer dans des trucs trop techniques. Mais voilà, je vais rappeler un petit peu le contexte et vous expliquer ça, j'espère, de la façon la plus simple possible. Alors, c'est parti. Bien, alors comme d'habitude, je vais utiliser ma petite ardoise magique pour vous expliquer ça. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, on va voir déjà, avec deux exemples de schémas hyper classiques, à quoi servent ces condensateurs de couplage. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple d'un étage amplificateur à transistor NPN, voilà, de classe A, voilà, c'est vraiment le truc le plus classique du monde. Donc ici on a plus, ici on a la masse, voilà, là on a la sortie, là on a l'entrée. Donc ça se présente comme ça, et généralement on va trouver en effet un condensateur ici, éventuellement un ici. Voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment le truc le plus classique. Un autre exemple, c'est des amplis de puissance. Par exemple, un LM386, voilà, bon, je vous fais pas le détail, mais donc c'est un ampli de puissance BF qui va être alimenté avec une tension non symétrique, par exemple en 12 volts. Et généralement, on va trouver aussi ici un condensateur, par exemple, avant le haut-parleur. Voilà, ça c'est par exemple deux cas où on va trouver ces fameux condensateurs de liaison qu'on peut voir à cet endroit. Bon, celui-là, c'est pas vraiment un condensateur de liaison, mais voilà. Alors, déjà, il faut comprendre à quoi servent ces condensateurs et pourquoi des fois on est obligé de mettre des condensateurs polarisés. Quand on regarde un schéma, hein, je rappelle qu'il faut toujours voir ce qui se passe en courant continu. C'est quand on résonne en courant continu, les condensateurs, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Puis qu'en courant continu, un condensateur, c'est un circuit ouvert, il n'y a pas de courant qui passe dedans. Dans le cas ici qui nous intéresse, on va retrouver ces quatre résistances. C'est pas le but de la vidéo, mais en gros, elles servent à ce qu'on appelle faire la polarisation du transistor, de façon à ce qu'il soit dans un point de fonctionnement optimum pour amplifier ce qu'on veut. Donc si on résonne en continu, généralement, par exemple, si ici pareil, allez on va prendre un exemple, je suis en 12 volts, là on pourrait avoir une tension de l'ordre de 4 volts par exemple, ici on pourrait avoir 7 volts, ici si on a 4 volts là on a forcément 3 volts 4, vu qu'il y a 0,6 volts ici entre les deux, voilà. Donc ça va être les tensions continues qu'on va avoir. Donc voilà, d'un point de vue continu, notre transistor, là, il est polarisé et tout va bien. Je rappelle que le but d'un amplificateur comme ça va être d'amplifier des signaux alternatifs, et donc des signaux qui, par rapport à la masse, normalement, ont une tension moyenne nulle, hein, ce qui est le propre d'un signal, je veux dire, normalement, alternatif sans composante continue. Et ici, toujours par rapport à la masse, on en veut un qui est amplifié, voilà, en plus en tension. Par exemple, celui-ci, je dis n'importe quoi, il fait 100 millivolts crête-crête, et celui-là, on va avoir 2 volts crête-crête. Donc ça, c'est bien le rôle là de ce système amplificateur. Alors pourquoi on va mettre ces condensateurs? Ici, on a en effet une tension continue. De même qu'ici, on a aussi une tension continue. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Mais derrière, ce qu'on veut, c'est un signal alternatif par rapport à la masse qui a une tension moyenne nulle. À cet endroit-là, comme à cet endroit-là, là, j'ai une tension moyenne continue de 4 volts. Ici, j'ai une tension moyenne continue de 7 volts. Je rappelle que l'idée, c'est, une fois qu'on a ici cette tension moyenne continue, c'est d'y ajouter justement la tension alternative, ce qui fait qu'elle va varier un tout petit peu. Mais là, ma tension à cet endroit-là, elle va varier de 4 volts plus ou moins 100 millivolts, quoi. Vu que les 100 millivolts vont se retrouver superposés ici, et ici, j'aurai la tension amplifiée, mais aussi superposée. Donc, la meilleure façon d'empêcher continu de passer, c'est de mettre un condensateur, avec le condensateur, comme je l'ai dit, par définition, ne laisse passer que les tensions alternatives. Donc, hein, je rappelle qu'il a une impédance. Hein, je rappelle que l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur, bon, on va pas tellement parler du J ici, mais sur C oméga, hein, ce qui vaut C 2πf. Et donc, on comprend bien que plus la capacité est importante, plus l'impédance, en fait, donc ça c'est son impédance en ohm, hein, plus l'impédance est faible pour une fréquence donnée. Et donc, comment on va calculer ces condensateurs? Ces condensateurs, de la façon dont ils sont faits, ils vont donc agir comme des filtres passe-haut.
C'est-à-dire que voilà, c'est un circuit RC, hein, comme je vous avais déjà expliqué sur les condensateurs. Hein, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Donc là, ici, on a un circuit passe-eau RC, hein, qui correspond à un filtre comme ça, en fait, hein, tout simplement. Voilà, hein, donc ça, c'est un filtre passe-eau. Et l'idée, c'est de déterminer sa fréquence de coupure. Et la fréquence de coupure qu'on veut, bah voilà, en fait c'est la fréquence la plus basse qu'on veut amplifier. Imaginons que cet étage-là d'ampli, je veux le faire marcher, on va dire aller dans la bande IFI, aller de 20 Hz à 20 kHz. Ça veut dire que à la fréquence la plus basse, 20 Hz, il faut que l'impédance de ce condensateur-là soit quand même relativement faible par rapport à, je veux dire, l'impédance d'entrée de mon circuit. Sinon, bah, le signal va être très atténué. Donc c'est comme ça, en gros, qu'on va le calculer. De même, là, dans le cas de mon ampli de puissance, là, j'ai une impédance de sortie qui est très faible. Un haut-parleur, par exemple, c'est 8 ohms. Si je veux qu'à 20 Hz, j'ai encore du jus ici dans mon haut-parleur, ça veut dire qu'il me faut ici, dans le condensateur, qu'il ait une impédance qui soit très faible par rapport à 8 ohms à 20 Hz. Donc, c'est ça qui va, en gros, déterminer la valeur, en gros, de ces condensateurs. On va les calculer, et sur ce genre d'étage, par exemple, où on a des impédances d'entrée de l'ordre, alors ça dépend de pas mal de paramètres, mais enfin, voilà, de 10K et tout, on va arriver à des valeurs à ce niveau-là de l'ordre du microfarad. Ça peut varier en fonction de ce qu'on veut faire, mais voilà, de l'ordre du microfarad ici. Pareil ici, un petit peu pour la sortie. Là, par contre, dans la mesure où, comme j'ai dit, on veut des impédances très faibles par rapport à 8 ohms, là, à 20 Hz, par exemple, je vais avoir des centaines de microfarads, voire des milliers de microfarads. Pour ça que si on regarde un M386, on s'apercevra que le condensateur, souvent ici, il est de l'ordre de 470 microfarads, voire plus. Là-dessus, bah, ça peut varier, mais souvent, c'est pas rare de trouver des 4,7 micros, des 10 micros, des choses comme ça. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que dans l'idée, je rappelle aussi que les condensateurs polarisés, la polarisation d'un condensateur, c'est pas quelque chose qu'on fait exprès, c'est un effet parasite. On n'en a rien à foutre de la polarisation des condensateurs. Le problème, c'est que si je fais un condensateur de 470 microfarads non polarisé, qui tient la tension qui va bien, je vais avoir un truc qui va être énorme, mais vraiment énorme. Et donc, pour l'instant, de façon, c'est une limitation technologique, on ne sait pas faire des condensateurs de très forte capacité, c'est-à-dire, on va dire, au-delà de 10, 100 de micros, je veux dire, en non polarisé. Alors, c'est vrai que ça s'est un petit peu amélioré, hein. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les MLCC, là, les multi-layers céramique capaciteurs, où on arrive à trouver des petits CMS qui vont jusqu'à 100 micros, et encore, enfin, faut regarder les tensions. Mais enfin, voilà. L'idée, c'est ça, c'est que là, on va avoir des valeurs, souvent, qu'on ne va pas trouver en non polarisé, et ce qui va nous obliger donc à utiliser des condensateurs polarisés. Et c'est là que se pose la question, dans ces montages-là, si c'est des condensateurs polarisés, où est-ce que je mets le plus? Pense à ça, finalement, elle est relativement simple et, je veux dire, d'une logique imparable. Comme j'ai dit, ici, mon signal, la tension moyenne, ici, elle est censée être de 0. Ici aussi. Là, on voit que la tension moyenne, elle est positive, elle est de 7 volts par rapport à la masse, ou ici de 4 volts. Ben voilà, en gros, l'idée, c'est de raisonner en tension moyenne. Donc là, il n'y a pas photo. Le plus, il faut le mettre ici. Le plus, il faut le mettre ici. Et ici, pareil. Le plus, il faut le mettre ici. Dans la mesure où, là, c'est pareil. Sur un étage de puissance, au repos, sur 12 volts, j'aurais probablement 6 volts. Voilà. Ce qui veut dire que là, au repos, on voit bien que mon condensateur, il est correctement polarisé. C'est-à-dire ici, j'ai 6 volts. Là, les 8 ohms, c'est une résistance très faible. Et il est comme ça. Et là, pareil. On considère donc toujours que les tensions sont, je veux dire, par rapport à 0. Donc voilà, la réponse à cette question, c'est ça. Alors encore une fois, si on peut, l'idéal, c'est d'éviter de mettre des condensateurs polarisés. Je veux dire, je dirais même les grands gourous de la hi-fi, de l'audio et tout, vous diront même que dans l'idéal, il faut même éviter de mettre des condensateurs. Enfin, c'est un autre débat. Mais comme très souvent, on n'a pas le choix, ben voilà, le sens, il faut raisonner en tension moyenne. Une fois qu'on a dit ça, on se dit c'est super, mais on va se poser toujours quelques questions du style, mais qu'est-ce qui se passe quand je mets 2 étages l'un à la suite? Il y a forcément un condensateur quelque part qui est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe si les sillons d'entrée sont plus grands que la tension continue? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une grosse composante continue à l'entrée? Alors, on va essayer d'y répondre. Alors, juste un petit mot sur ce condensateur-là. Hein, je rappelle que lui, pareil, c'est pareil. Là, il est à 0. Ici, on voit que j'ai une tension positive de 3-4 volts, donc là, il n'y a pas photo, il faudrait mettre le plus. Je rappelle très rapidement, ce condensateur-là, il est fait pour que d'un point de vue alternatif, l'émetteur soit à la masse, ce qui permet d'augmenter notablement le gain en tension. Alors justement, on va essayer de répondre maintenant à ces questions.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais mettre plusieurs amplis à la suite? Donc là, j'ai mon premier ampli, voilà, qui sort avec mon condensateur. Et là, je mets derrière un autre ampli. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va trouver très fréquemment. Par exemple, ça va être, je sais pas, mon tuner de ma chaîne hi-fi, et ça, c'est mon ampli de chaîne. Donc ces deux systèmes, c'est pareil. Ici, on ne sait pas, il y a une tension continue de X, je ne sais pas, pourquoi pas 6 volts, 16 volts, je dis n'importe quoi. Ici, il y a peut-être, c'est un ampli de puissance, il y a peut-être 20 volts. Et si on applique ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les condensateurs, ils sont bien polarisés comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a plus, ici, il y a plus, comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais relier mes deux étages? Bah, je vais me trouver dans quelque chose qui est un petit peu bizarre. Par exemple, là, j'ai 16 volts, là, j'ai 20 volts. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec là une tension, on va dire, de 4 volts supérieure à ce point-là, mais ça pourrait très bien être le cas contraire. Et donc, on peut se dire, bah, j'ai un condensateur ici qui est polarisé à l'envers. Alors, c'est pas très grave. C'est pas très grave, pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu dans le détail, qu'est-ce qui se passe quand un condensateur électrochimique il est polarisé à l'envers? Ce qu'on veut éviter, en gros, c'est qu'il passe dedans un courant trop longtemps et trop fort, parce que, voilà, en gros, un condensateur électrochimique, comme ça, voilà, bah, si à un moment donné, il est inversé, c'est-à-dire que je mets le plus ici et le moins, bah, il va se comporter, alors, une idiote, c'est pas terrible de dire ça, mais enfin, il va y avoir une augmentation du courant qui va être très forte, et si on fait ça en continu, bah, le courant va passer de façon très importante, donc il va chauffer, donc il va gonfler, et il va nous péter à la gueule. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter en continu. On peut le voir quand il est polarisé inverse, c'est un peu comme une faible résistance quelque part. Mais justement, qu'est-ce qui se passe si je mets deux condensateurs électrochimiques, comme ça, voilà, en série? Donc là, j'ai C1 et C2. Ben, en gros, quand ici c'est plus positif, quand on le voit, celui-ci il est polarisé à l'envers, et celui-là il est bien polarisé, mais c'est lui qui va empêcher en gros le courant continu de passer. Donc c'est un petit peu comme si j'avais une résistance faible en série avec, et quand c'est inversé, bah, c'est exactement pareil vu que c'est symétrique. Et donc, ça d'ailleurs, je rappelle, c'est une astuce qu'on peut faire pour faire des condensateurs non polarisés assez importants. Alors par contre, la capacité totale, c'est deux condensateurs en série, et donc ça veut dire que si les deux ont la même valeur, hein, vu que c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2, par exemple, si ici j'ai deux condensateurs de 22 microfarads, voilà, le condensateur vu, ça, il fera 11 microfarads. Il fera la moitié. Mais voilà, en gros, c'est ça qui se passe. Ce qui fait que c'est pas forcément très grave, même si, encore une fois, d'avoir un condensateur qui marche comme ça, à l'envers, c'est pas terrible, je veux dire, avec ça fait en effet plutôt des variations. Donc encore une fois, les puristes, les ayatollahs de la distorsion zéro diront que c'est pas une très bonne idée. Mais voilà, globalement, ça le fait plutôt. C'est pas très gênant en soi. Donc voilà, ça montre que finalement, donc, on peut avoir des systèmes comme ça qui sont tous différents. Du moment qu'eux, ils considèrent qu'entre eux, le zéro, c'est bien la masse, et que, je veux dire, la tension moyenne des signaux, elle est bien référencée par rapport à la masse, bon, voilà, on peut mettre des condensateurs comme ça. Alors, il y a quand même un effet un petit peu délétère, quand même, c'est que mes deux condensateurs, comme ça, donc celui d'entrée et celui de sortie, là, on voit que ça fait deux condensateurs en série, et que le condensateur résultant, il est diminué. Donc deux condensateurs en série, ça revient à un condensateur plus bas. Alors ça, par contre, ça peut éventuellement être gênant dans la mesure où, comme on l'a vu, la valeur de mon condensateur détermine la fréquence de coupure de mon filtre passe haut. Ça veut dire que si ici, par exemple, j'attaquais avec un gêné à basse impédance et que j'avais une fréquence de coupure, je dis n'importe quoi, de 20 Hz, bah, si ça se trouve, avec ce système-là, tout va dépendre de la capa de sortie, mais si elle est identique à ça, bah, il y a des chances qu'elle va se décaler. C'est-à-dire que j'aurai une fréquence de coupure plus haute du fait que bah, y a ces condensateurs en série. C'est pour ça que quand on les calcule, bah, des fois, voilà, faut prendre éventuellement ça en compte. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe justement? Donc là, j'ai mon condensateur, donc il est bien polarisé, on a vu comme ça. Par exemple, là, si je refais ici mon pont diviseur, donc j'avais 12 volts, là j'ai 4 volts, là j'ai 0. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon signal, il fait 100 volts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, mon condensateur ici, il va aussi être polarisé de temps en temps à l'envers. Bah, ça, je dirais, pour moi, c'est un petit peu un faux problème. Parce que ça veut dire que, généralement, ce qu'on a quand on a ce genre de config, le signal alternatif, il a une amplitude qui est faible par rapport
au rail d'alimentation, c'est généralement inférieur, donc ça devrait pas tellement arriver ça. Et si ça arrive, ça va arriver de façon très très ponctuelle. Si ça doit arriver souvent, bah déjà il faut mettre des protections, enfin je veux dire il y a quelque chose qui va pas, ou il faut mettre un atténuateur. Généralement le système, de toute façon c'est rare d'avoir un ampli qui accepte en entrée des tensions qui dépassent son rail d'alimentation. Généralement ça fait des tas de bêtises. Et de même, on se dit tiens bah, j'ai fait mon ampli, pareil. Ok, impeccable. Mais là, je peux avoir 50 volts en entrée, je peux avoir moins 50 volts. Des fois, mon truc, il sera hors limite. Encore une fois, pour moi, le problème ne se pose pas. C'est comme si je dis, bah, j'ai un module d'alimentation secteur qui est donné pour 230 volts, mais qu'est-ce qui se passe si je lui rajoute 1000 volts continu dessus? Bah, généralement, ça va faire des bêtises. C'est pas dans les specs du système. Quand on dessine un ampli, on part du principe que sur l'entrée, c'est qu'une tension purement alternative sans composante continue. Voilà, dans ce cas-là, ou alors c'est un cahier des charges différent. Qu'est-ce que tu dis, Maurice? Et si c'était dans le cahier des charges, comment tu ferais? Eh bien justement, bon, mettons que c'est dans le cahier des charges. Donc on me dit, tiens, Philippe, dessine-moi un préampli de micro, donc avec un signal, par exemple, qui peut aller jusqu'à 100 millivolts en entrée, mais qui peut avoir une composante continue, justement, de plus 50 volts et de moins 50 volts. Si dans mon design original, la capacité que j'avais trouvée à mettre là, elle était de 10 microfarads. Ça veut dire que là, en effet, de temps en temps, je pourrais avoir une composante continue très importante et éventuellement inversée par rapport à ma tension de polarisation ici, quelle qu'elle soit. Donc là, comment je pourrais me sortir? Bah, il faudrait que j'ai un condensateur pas polarisé. Donc une solution consiste justement là à faire un faux condensateur pas polarisé, comme je l'ai dit, en mettant deux de 22 microfarads en série, qui tiendrait la tension. Hein. Je peux très bien faire cette solution-là. C'est vrai que c'est pas terrible, mais je veux dire, ça peut marcher. Je peux m'arranger pour avoir un condensateur, en trouver un non polarisé de 10 microfarads, mais j'ai aussi une autre solution qui serait finalement bien meilleure, qui consiste à dire, ok, ben, si tu veux te la jouer comme ça, là je mets un condensateur de 100 nanos, donc 0,1 microfarad, et ça je le trouverai facilement non polarisé, mais je vais augmenter ici mon impédance d'entrée, ce qui fait que je garderai la même bande passante. Ça c'est de la meilleure solution. Dire, si on regarde bien les entrées d'oscilloscope qui ont des bandes passantes assez faibles, quand elles sont en couplage alternatif, c'est des condensateurs de 100 nanos. Mais l'impédance d'entrée, elle est de 1 mégo, ce qui permet justement d'avoir, des condensateurs assez faibles et donc non polarisés en entrée, alors qu'on a quand même une bande passante qui descend assez bas. Enfin voilà. Voilà ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, parce qu'il n'y a que ça à retenir, c'est que si on doit mettre des condensateurs de liaison, l'idéal c'est qu'ils soient pas polarisés. Et si on est obligé qu'ils le soient parce qu'on a des valeurs trop importantes, il faut toujours mettre les moins, on va dire, vers l'extérieur du montage. Voilà. Tant en entrée ou en sortie, en gros, vu de l'extérieur de montage, on doit avoir que des moins de condensateurs. C'est ça qu'il faut se rappeler, et généralement, si on fait ça, on n'aura pas de soucis. Pour cette vidéo, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a relativement souvent posée, et j'avais toujours dit que je ferais une vidéo pour en parler. Et donc, c'est chose faite. Tiens, salut Maurice, qu'est-ce qui se passe Maurice? J'ai dit, bah ouais, Macron est passé, je suis de la baisse pour ma retraite. Ah bah j'espère que non, mais il est bien possible que si on croit certains trucs qu'il avait dit, je vais me bouffer 8 mois de plus. Je suis très content. De toute façon, avec ces conneries, à force de reculer l'âge de la retraite, bientôt tu seras obligé de travailler dans l'EHPAD dans lequel tu seras logé, quoi. Ça devient un petit peu n'importe quoi. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les lois. Le grand capacitor vous évite les tensions continues sur vos précieux signaux, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.